Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une lecture ensemble. Alors nous avions commencé les chroniques italiennes de Stendhal. Nous avions commencé ça dans l'émission précédente. Je vais donc poursuivre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci pour cette fidélité et merci pour vos réactions. Et si vous avez des idées de lecture, de romans, de nouvelles, même de pièces de théâtre, n'hésitez pas à nous en faire part parce que voilà, on est en constant renouvellement de nos lectures. Donc on est assez friand de vos commentaires à ce sujet. Je vais donc poursuivre cette lecture. Très bonne soirée à tous. Les yeux de tous les cardinaux présents au consistoire étaient fixés sur le pape et sur Montalto. Et quoiqu'il soit assurément fort difficile de donner le change à l'œil exercé des courtisans, aucun pourtant n'osa dire que le visage du cardinal Montalto eût trahi la moindre émotion en voyant de si près les sanglots de sa sainteté, laquelle, à dire vrai, était tout à fait hors d'elle-même. Cette insensibilité étonnante du cardinal Montalto ne se démentit point durant tout le temps de son travail avec sa sainteté. Ce fut au point que le pape lui-même en fut frappé. Et le consistoire terminé, il ne put s'empêcher de dire au cardinal de San Sisto, son neveu favori, « Veramente costui un gran frate ». Je suis désolée pour cet accent italien absolument ridicule. Mais je n'ai pas fait italien au collège, j'avais espagnol. Donc je traduis. En vérité, cet homme est un fier moine. La façon d'agir du cardinal Montalto ne fut en aucun point différente pendant toutes les journées qui suivirent. Ainsi que c'est la coutume, il reçut les visites de condoléances des cardinaux, des prélats et des princes romains, et avec aucun, en quelque liaison qu'il fût avec lui, il ne se laissa emporter à aucune parole de douleur ou de lamentation. Avec tous, après un court raisonnement sur l'instabilité des choses humaines, confirmé et fortifié par des sentences et des textes tirés des saintes écritures ou des pères, il changeait promptement de discours et venait à parler des nouvelles de la ville ou des affaires particulières du personnage avec lequel il se trouvait exactement comme s'il eût voulu consoler ses consolateurs. Rome fut surtout curieuse de ce qui se passait pendant la visite, de ce qui se passerait pendant la visite que devait lui faire le prince Paolo Giordano Orsini, duc de Bracciano, auquel le bruit attribuait la mort de Félix Peretti. Le vulgaire pensait que le cardinal Montalto ne pourrait se trouver si rapproché du prince et lui parler en tête-à-tête, sans laisser paraître quelque indice de ses sentiments. Au moment où le prince vint chez le cardinal, la foule était énorme dans la rue et auprès de la porte. Un grand nombre de courtisans remplissaient toutes les pièces de la maison. Tant était grande la curiosité d'observer le visage des deux interlocuteurs. Mais, chez l'un pas plus que chez l'autre, personne ne put observer rien d'extraordinaire. Le cardinal Montalto se conforma à tout ce que prescrivaient les convenances de la cour. Il donna à son visage une teinte d'hilarité fort remarquable
et sa façon d'adresser la parole au prince fut remplie d'affabilité. Un instant après, en remontant en carrosse, le prince Paul, se trouvant seul avec ses courtisans intimes, ne put s'empêcher de dire en riant « In fato e veloce costui e grande frate ». Il est parbleu bien vrai, cet homme est un fier moine. Comme s'il eût voulu confirmer la vérité du mot échappé au pape quelques jours auparavant. Les sages ont pensé que la conduite tenue en cette circonstance par le cardinal Montalto lui aplanit le chemin du trône, car beaucoup de gens prirent de lui cette opinion que, soit par nature ou par vertu, il ne savait pas ou ne voulait pas nuire à qui que ce fût, encore qu'il eût grand sujet d'être irrité. Félix Peretti n'avait laissé rien d'écrit relativement à sa femme. Elle dut en conséquence retourner dans la maison de ses parents. Le cardinal Montalto lui fit remettre avant son départ les habits, les joyaux et généralement tous les dons qu'elle avait reçus pendant qu'elle était la femme de son neveu. Le 3e jour après la mort de Félix Peretti, Vittoria, accompagnée de sa mère, alla s'établir dans le palais du prince Orsini. Quelques-uns dirent que ces femmes furent portées à cette démarche par le soin de leur sûreté personnelle, la Corte paraissant les menacer comme accusées de consentement à l'homicide commis, ou du moins d'en avoir eu connaissance avant l'exécution. D'autres pensèrent, et ce qui arriva plus tard sembla confirmer cette idée, qu'elles furent portées à cette démarche pour effectuer le mariage, le prince ayant promis à Vittoria de l'épouser aussitôt qu'elle n'aurait plus de mari. Toutefois, ni alors ni plus tard, on a connu clairement l'auteur de la mort de Félix, quoique tous aient eu des soupçons sur tous. La plupart, cependant, attribuaient cette mort au prince Orsini. Tous savaient qu'il avait eu de l'amour pour Vittoria. Il en avait donné des marques non équivoques, et le mariage qui survint fut une grande preuve. Car la femme était d'une condition tellement inférieure que la seule tyrannie de la passion d'amour put l'élever jusqu'à l'égalité matrimoniale. Le vulgaire ne fut point détourné de cette façon de voir par une lettre adressée au gouverneur de Rome et que l'on répandit peu de jours après le fait. Cette lettre était écrite au nom de César Pallantieri, jeune homme d'un caractère fougueux et qui était banni de la ville. Dans cette lettre, Pallantieri disait qu'il n'était pas nécessaire que sa seigneurie illustrissime se donnât la peine de chercher ailleurs l'auteur de la mort de Félix Peretti, puisque lui-même l'avait fait tuer à la suite de certains différends survenus entre eux quelque temps auparavant. Beaucoup pensèrent que cet assassinat n'avait pas eu lieu sans le consentement de la maison Accoramboni. On accusa les frères de Vittoria, qui auraient été séduits par l'ambition d'une alliance avec un prince si puissant et si riche. On accusa surtout Marcel, à cause de l'indice fourni par la lettre qui fit sortir de chez lui le malheureux Félix. On parla mal de Vittoria elle-même,
quand on la vit consentir à aller habiter le palais des Orsini comme future épouse, sitôt après la mort de son mari. On prétendait qu'il est peu probable qu'on arrive ainsi, en un clin d'œil, à se servir des petites armes, si l'on a fait usage, pendant quelque temps du moins, des armes de longue portée. L'information sur ce meurtre fut faite par Monseigneur Portici, gouverneur de Rome, d'après les ordres de Grégoire XIII. On y voit seulement que ce Dominique, surnommé Mancino, arrêté par la Corte, avoue et sans être mis à la question, tormentato, dans le second interrogatoire en date du 24 février 1582, que la mère de Vittoria fut la cause de tout et qu'elle fut secondée par la cameriera de Bologne, laquelle, aussitôt après le meurtre, prit refuge dans la citadelle de Bracciano, appartenant au prince Orsini et où la Corte n'eût osé pénétrer. Et que les exécuteurs du crime furent Manceone et Gubbio et Paul Barca de Bracciano, lancier Spezzate, soldat, d'un seigneur duquel, pour de dignes raisons, on n'a pas inséré le nom. À ces dignes raisons se joignirent, comme je crois, les prières du cardinal Montalto, qui demanda avec insistance que les recherches ne fussent pas poussées plus loin, et en effet, il ne fut plus question du procès. Le Mancino fut mis hors de prison, avec le précetto, ordre, de retourner directement à son pays, sous peine de la vie, et de ne jamais s'en écarter sans une permission expresse. La délivrance de cet homme eut lieu en 1583, le jour de Saint-Louis. Et comme ce jour était aussi celui de la naissance du cardinal Montalto, cette circonstance me confirme de plus en plus dans la croyance que ce fut à sa prière, que cette affaire fut terminée ainsi. Sous un gouvernement aussi faible que celui de Grégoire XIII, un tel procès pouvait avoir des conséquences fort désagréables et sans aucune compensation. Les mouvements de la Corte furent ainsi arrêtés, mais le pape Grégoire XIII ne voulut pourtant pas consentir à ce que le prince Paul Orsini, duc de Bracciano, épousât la veuve à Coramboni. Sa sainteté, après avoir infligé à cette dernière une sorte de prison, donna le precetto au prince et à la veuve de ne point contracter de mariage ensemble sans une permission expresse de lui ou de ses successeurs. Grégoire XIII vint à mourir au commencement de 1585 et les docteurs en droit, consultés par le prince Paul Orsini, ayant répondu qu'ils estimaient que le precetto était annulé par la mort de qui l'avait imposé, il résolut d'épouser Vittoria avant l'élection d'un nouveau pape. Mais le mariage ne put se faire aussitôt que le prince le désirait, en partie parce qu'il voulait avoir le consentement des frères de Vittoria. Et il arriva qu'Octave à Coramboni, évêque de Fossambre, ne voulut jamais donner le sien. Et en partie parce qu'on ne croyait pas que l'élection du successeur de Grégoire XIII dût avoir lieu aussi promptement. Le fait est que le mariage ne se fit que le jour même que fut créé pape le cardinal Montalto. Si intéressé dans cette affaire, c'est-à-dire le 24 avril 1585,
excusez-moi, si intéressé dans cette affaire, c'est-à-dire le 24 avril 1585, soit que ce fut l'effet du hasard, soit que le prince fut bien aise de montrer... Pardon, j'ai envie d'éternuer. Que le prince fut bien aise de montrer qu'il ne craignait pas plus la cortée sous le nouveau pape qu'il n'avait fait sous Grégoire XIII. Ce mariage offensa profondément l'âme de Sixte Quint, car tel fut le nom choisi par le cardinal Montalto. Il avait déjà quitté les façons de penser convenables à un moine et monté son âme à la hauteur du grade dans lequel Dieu venait de le placer. Le pape ne donna pourtant aucun signe de colère. Seulement, le prince Orsoni, s'étant présenté ce même jour avec la foule des seigneurs romains pour lui baiser le pied, et avec l'intention secrète de tâcher de lire, dans les traits du Saint-Père, ce qu'il avait à attendre ou à craindre de cet homme jusque-là si peu connu, il s'aperçut qu'il n'était plus temps de plaisanter. Le nouveau pape, ayant regardé le prince d'une façon singulière et n'ayant pas répondu un seul mot au compliment qu'il lui adressa, celui-ci prit la résolution de découvrir sur le champ quelles étaient les intentions de sa sainteté à son égard. Par le moyen de Ferdinand, cardinal de Médicis, frère de sa première femme, et de l'ambassadeur catholique, il demanda et obtint du pape une audience dans sa chambre. Là, il adressa à sa sainteté un discours étudié, et sans faire mention des choses passées, il se réjouit avec elle à l'occasion de sa nouvelle dignité et lui offrit, comme un très fidèle vassal et serviteur, tout son avoir et toutes ses forces. Le pape l'écouta avec un sérieux extraordinaire et à la fin lui répondit que personne ne désirait plus que lui que la vie et les actions de Paolo Giordano Orsini fussent à l'avenir dignes du sang Orsini et d'un vrai chevalier chrétien. Que, quant à ce qu'il avait été par le passé envers le Saint-Siège et envers la personne de lui, pape, personne ne pouvait le lui dire mieux que sa propre conscience, que pourtant, lui, prince, pouvait être assuré d'une chose, à savoir que tout ainsi qu'il lui pardonnait volontiers ce qu'il avait pu faire contre Félix Peretti et contre Félix, cardinal Montalto, jamais il ne lui pardonnerait ce qu'à l'avenir il pourrait faire contre le pape Sixte, qu'en conséquence, il l'engageait à aller sur le champ expulser de sa maison et de ses états tous les brigands exilés et les malfaiteurs auxquels, jusqu'au présent moment, il avait donné asile. Sixte Quint avait une efficacité singulière, de quelque ton qu'il voulut se servir en parlant. Mais quand il était irrité et menaçant, on eût dit que ses yeux lançaient la foudre. Ce qu'il y a de certain, c'est que le prince Paul Orsini, accoutumé de tout temps à être craint des papes, fut porté à penser si sérieusement à ses affaires par cette façon de parler du pape, tel qu'il n'avait rien entendu de semblable pendant l'espace de 13 ans, qu'à peine sorti du palais de sa sainteté, il courut chez le cardinal de Médicis lui raconter ce qui venait de se passer. Puis, il résolut, par le conseil du cardinal, de congédier, sans le moindre délai, tous ces hommes repris de justice,
auquel il donnait asile dans son palais et dans ses états. Et il songea au plus vite à trouver quelques prétextes honnêtes pour sortir immédiatement des pays soumis au pouvoir de ce pontife si résolu. Il faut savoir que le prince Paul Orsini était devenu d'une grosseur extraordinaire. Ses jambes étaient plus grosses que le corps d'un homme ordinaire. Et une de ses jambes, énorme, était affligée du mal nommé la loupa, la louve. Ainsi appelée parce qu'il faut la nourrir avec une grande abondance de viande fraîche qu'on applique sur la partie affectée. Autrement, l'humeur violente, ne trouvant pas de chair morte à dévorer, se jetterait sur les chairs vivantes qui l'entourent. Le prince prit prétexte de ce mal pour aller au célèbre bain d'Albano, près de Padoue, pays dépendant de la République de Venise. Il partit avec sa nouvelle épouse vers le milieu de juin. Albano était un port très sûr pour lui, car depuis un grand nombre d'années, la maison Orsini était liée à la République de Venise par des services réciproques. Arrivé en ce pays de sûreté, le prince ne pensa qu'à jouir des agréments de plusieurs séjours. Et dans ce dessein, il loua 3 magnifiques palais, l'un à Venise, le palais d'Andolo, dans la rue de la Zecca, le second à Padoue, et ce fut le palais Foscarini, sur la magnifique place nommée l'Arena. Il choisit le 3e à Salo, sur la rive délicieuse du lac de Garde. Celui-ci avait appartenu autrefois à la famille Sforza Pallavicini. Les seigneurs de Venise, le gouvernement de la République, apprirent avec plaisir l'arrivée dans leurs États d'un tel prince et lui offrirent aussitôt une très noble condotta, c'est-à-dire une somme considérable payée annuellement et qui devait être employée par le prince à lever un corps de 2 ou 3 000 hommes dont il aurait le commandement. Le prince se débarrassa de cette offre fort lestement. Il fit répondre à ses sénateurs que bien que, par une inclination naturelle à l'héréditaire en sa famille, il se sentit porté de cœur au service de la sérénissime République, toutefois se trouvant présentement attaché au roi catholique. Il ne lui semblait pas convenable d'accepter un autre engagement. Une réponse aussi résolue jeta quelques tiédeurs dans l'esprit des sénateurs. D'abord, ils avaient pensé à lui faire à son arrivée à Venise et au nom de tout le public une réception fort honorable. Ils se déterminèrent sur sa réponse à le laisser arriver comme un simple particulier. Le prince Orsini, informé de tout, prit la résolution de ne pas même aller à Venise. Il était déjà dans le voisinage de Padoue. Il fit un détour dans cet admirable pays et se rendit avec toute sa suite dans la maison préparée pour lui à Salo, sur les bords du lac de Garde. Il y passa tout cet été au milieu des passe-temps les plus agréables et les plus variés. L'époque de changement de séjour étant arrivée, le prince fit quelques petits voyages, à la suite desquels il lui sembla ne pouvoir supporter la fatigue comme autrefois. Il eut des craintes pour sa santé. Enfin, il songea à aller passer quelques jours à Venise, mais il en fut détourné par sa femme, Vittoria,
qui l'engagea à continuer de séjourner à Salo. Il y a eu des gens qui ont pensé que Vittoria Accoramboni s'était aperçue du péril que couraient les jours du prince son mari, et qu'elle ne l'engagea à rester à Salo que dans le dessein de l'entraîner plus tard hors d'Italie, et par exemple dans quelques villes libres chez les Suisses. Par ce moyen, elle mettait en sûreté, en cas de mort du prince, et sa personne et sa fortune particulière. Quand cette conjoncture ait été fondée ou non, le fait est que rien de tel n'arriva, car le prince, ayant été attaqué d'une nouvelle indisposition à Salo, le 10 novembre, il eut sur-le-champ le pressentiment de ce qui devait arriver. Il eut pitié de sa malheureuse femme. Il la voyait, dans la plus belle fleur de sa jeunesse, restée pauvre, autant de réputation que des biens de la fortune, haïe des princes régnant en Italie, peu aimée des Orsini, et sans espoir d'un autre mariage après sa mort. Comme un seigneur magnanime et de foi loyal, il fit de son propre mouvement un testament par lequel il voulut assurer la fortune de cet infortuné. Il lui laissa en argent ou en joyaux la somme importante de 100 000 piastres. Outre tous les chevaux, carrosses et meubles dont il se servait dans ce voyage. Tout le reste de sa fortune fut laissé par lui à Virginio Orsini, son fils unique, qu'il avait eu de sa première femme, sœur de François Ier, grand-duc de Toscane. Celle-là même qu'il fit tuer pour infidélité du consentement de ses frères. Mais combien sont incertaines les prévisions des hommes. Les dispositions que Paul Orsini pensait devoir assurer une parfaite sécurité à cette malheureuse jeune femme se changèrent pour elle en précipice et en ruine. Après avoir signé son testament, le prince se trouva un peu mieux le 12 novembre. Le matin du 13, on le saigna, et les médecins, n'ayant d'espoir que dans une diète sévère, laissèrent les ordres les plus précis pour qu'il ne prît aucune nourriture. Mais ils étaient à peine sortis de la chambre que le prince exigea qu'on lui servît à dîner. Personne n'osa le contredire, et il mangea et but comme à l'ordinaire. À peine le repas fut-il terminé, qu'il perdit connaissance, et 2 heures avant le coucher du soleil, il était mort. Après cette mort subite, Vittoria Accoramboni, accompagnée de Marcel, son frère, et de toute la cour du prince défunt, se rendit à Padoue, dans le palais Foscarini, situé près de l'Aréna, celui-là même que le prince Orsini avait loué. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bon courage pour ceux qui se lèvent et qui travaillent. Et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.